Monsieur Chassot, bienvenue sur la Web TV du MNLE. Vous êtes secrétaire national du MNLE. Vous êtes aujourd'hui à Marseille, 11 mai, pour les festivités du printemps de l'eau. Est-ce que vous avez pu ce matin exprimer un certain nombre de points de vue? Et lesquels? Tout à fait. D'abord, rappeler qu'au MNLE, tout comme à l'ONU d'ailleurs, nous considérons l'eau comme un bien commun de l'humanité et qu'à ce titre, on ne peut pas la considérer comme une marchandise. Et donc, en conséquence, l'eau devrait être gérée partout comme un bien public par des services publics associant les consommateurs, les usagers, comme les personnels, comme les élus. Rappeler aussi que l'agriculture est une énorme consommatrice de l'eau douce disponible sur la planète, qui est pas si étendue que ça. Et donc, les pratiques agricoles ont une grande importance dans l'utilisation des réserves d'eau. Alors, j'avais émis le souhait de pouvoir parler des bassines en Marais Poitevin ou dans la région, parce qu'une poignée d'agriculteurs, 11% seulement, a décidé de construire des grandes réserves de substitution pour parer aux périodes de sécheresse, en puisant dans les nappes phréatiques. Au MNLE, on n'est pas anti-barrage. Les barrages servent à limiter les inondations, ils servent à assurer un débit minimum dans les rivières en été, ce qui permet la survie des poissons. Il y a la dimension loisir, évidemment. Et puisque nous sommes à Marseille, sans le barrage de Serre-Ponçon, eh bien Marseille aurait des problèmes pour son alimentation en eau. Donc les barrages ont une certaine utilité du moment qu'ils sont bien conçus, c'est-à-dire qu'ils ne pompent pas dans les nappes, mais recueillent les eaux de ruissellement, notamment quand il y a des orages exceptionnels où les cours d'eau ne peuvent pas absorber la totalité. Ils restituent cette eau au milieu plus tard. Ils restituent aussi les limons, parce qu'on sait le pratiquer maintenant. C'était peut-être pas le cas des premiers barrages, mais maintenant on assure la circulation des nutriments tout au long de la rivière et des fleuves, jusqu'à l'alimentation des océans qui en ont besoin. Mais cette poignée d'agriculteurs obtient de l'argent public pour construire ces réserves d'eau. C'est un non-sens, c'est un scandale, parce que cette eau puisée dans les nappes parvient à manquer l'été, bien sûr. Peut-être pas tous les étés, parce qu'il y a des étés humides ou des hivers humides. Cette année, par exemple, les nappes sont pleines dans le Marais Poitevin. Il y aura peut-être pas de souci cet été. Mais l'an dernier, l'eau puisée l'hiver d'avant par les méga-bassines, parce qu'il y en a déjà en fonctionnement, eh bien cette eau a manqué. Et pour cette dizaine de pourcents d'agriculteurs, on a imposé des restrictions d'usage à toute la population et aux 90% autres agriculteurs. Pour nous, c'est un scandale. Et ce qui est scandaleux aussi, c'est le fait que les pouvoirs publics soutiennent ces bassines, alors qu'on voit bien que leur inconvénient pour l'environnement, outre le puisage de nappes qui fait manquer l'eau l'été, c'est une eau qui est stockée dans des réserves étanches, étanchées d'ailleurs avec des films synthétiques, je ne vous dis pas comment ils sont fabriqués, mais cette eau qui stagne pendant des mois s'évapore, et en plus, comme il n'y a aucun mouvement, eh bien, elle s'altère, c'est de l'eau qui s'altère. Donc, c'est anti-environnemental, c'est antisocial, et vraiment, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement soutient ces produits-là. Peut-être parce que simplement, la FNSEA, qui est le syndicat majoritaire, soutient aussi ces projets-là, et que les gouvernements n'aiment pas quand cette centrale syndicale fait des manifestations. Alors, il serait temps que, à l'occasion de toutes les élections, les citoyens pensent à envoyer des représentants qui soient absolument convaincus du changement de paradigme en matière d'économie, en matière d'agriculture. Merci. J'ai souhaité vous parler ce matin des transports en commun en Île-de-France durant les Jeux Olympiques 2024, parce qu'il vient d'y avoir un certain nombre de déclarations en Île-de-France qui, de mon avis, valent leur pesant d'or. Le 25 mars dernier, Valérie Pécresse, présidente donc de la région Île-de-France, a dressé un tableau sur la situation des transports franciliens pendant les Jeux Olympiques. Si nous demandions pourquoi le prix du billet allait passer de 2,10 € à 4 €, sa réponse est pour que personne n'en achète. Autrement dit, elle veut exclure les usagers de leur propre transport. Au même moment, les tarifs vont augmenter massivement dans la mesure où l'usager devra payer 2 fois plus cher que d'habitude, mais on n'est pas certain qu'il pourra voyager. Il est conseillé d'ailleurs durant les Jeux Olympiques d'éviter la majorité des lignes de métro, du RER B, du C, du D et des lignes de Transilien. Il faut savoir aussi, et c'était encore aux infos ce matin, qu'il y a une inquiétude grandissante dans la mesure où des stations de métro, des correspondances seront fermées de mi-juin
à mi-septembre. Il faut savoir que dans la même période, la circulation routière sera aussi conditionnée par 185 km de voies dédiées sur les routes d'accès à l'Île-de-France. En plus de l'explosion des tarifs et de ces recommandations faites aux usagers de ne pas emprunter la majorité des réseaux, Valérie Pécresse a déclaré à l'adresse des Franciliens « Il ne faudra pas avoir peur de marcher ». Le message est clair, tout le monde ne pourra pas être transporté. Elle avoue à demi-mot que les transports franciliens ne pourront pas absorber le flux exceptionnel généré par les Jeux Olympiques. Rappelons que les réseaux de transport franciliens furent employés comme argument de poids lors de la candidature des Jeux Olympiques. À l'époque, on nous promettait 4 lignes de transport du Grand Paris Express qui seraient opérationnelles en 2024 et que l'accès au transport serait gratuit pour tous les spectateurs. Depuis quelques mois, la désillusion est totale. Le doublement des tarifs se substitue à la gratuité, tandis qu'aucune des 4 nouvelles ligne ne sera de service en 2024. Non seulement le réseau n'a pas été étendu, mais en plus, il est dans un état général très pauvre. En effet, en décembre dernier, Jean Castex, le président de la RATP, a reconnu que 8 lignes de métro ne seraient plus en état d'assurer un service public de qualité. Cause, certaines lignes qui seront très sollicitées pour les Jeux Olympiques ne peuvent actuellement, n'ont une ponctualité actuelle qui est inférieure à 80-85%. Il en est de même, je dirais, pour les RER, B et C. Un constat s'impose. Si le réseau francilien, après 30 ans de sous-investissement, ne parvient déjà pas à fonctionner correctement en temps normal, comment croire qu'il résistera à une affluence hors du commun lors des JO avec 1 500 000 touristes lors des Jeux Olympiques? On ne peut que constater que les moyens de la région Île-de-France ont été concentrés sur les projets liés au JO, comme le prolongement de la ligne 14, et ce, au détriment de nombreux autres projets de tramway, de bus express, qui auraient notamment bénéficié aux habitants de la Grande Couronne, qui manquent cruellement de maillage et de transport public efficace. L'organisation des Jeux olympiques est vécue par une large partie de la population comme une dégradation de leur qualité de vie. Les transports ne sont qu'un des aspects de cette gabegie. Toutes les ressources mobilisées pour cet événement auraient probablement pu être exploitées autrement. Face à cette gestion désastreuse de nos transports, une reprise en main démocratique et citoyenne est nécessaire par les usagers et les travailleurs eux-mêmes pour mettre en œuvre une politique de transport fiable, rationnelle, souple, permettant de penser que le service public peut bénéficier au plus grand nombre. J'ai terminé. La guerre, c'est la fin des règles en usage en temps de paix. L'environnement est déjà bien malmené. C'est la désolation, les destructions massives, les morts civiles et militaires, et la loi des profiteurs de guerre, donc vendeurs d'armes et profiteurs de la nécessaire reconstruction. La paix permet la coexistence, le respect, le partage et la possibilité de donner la priorité à une sobriété qui n'est pas celle du système économique. La sobriété dévoyée et l'adaptation au productivisme est celle du système. La paix, c'est aussi le moyen de contribuer à une alternative pour que la société change face au système dominant dont la seule alternative, c'est protéger ses intérêts, y compris par la guerre. Cochise, chef Apache, tué en 1874. Les guerres sont livrées pour savoir qui possède la terre, mais au bout du compte, c'est elle qui nous possède. Celui qui ose affirmer la posséder ne repose-t-il pas sous elle? Lévi-Strauss, anthropologue, dans Triste Tropique, en 1955, précisait que la civilisation occidentale apparaît comme une option parmi d'autres, offerte à l'humanité et considère le sens du progrès occidental et les ravages qu'une civilisation mécanique produit sur son environnement et les différentes cultures avec lesquelles elle entre en contact. Dit autrement, les différences entre civilisations peuvent contribuer à une autre approche de progrès à condition d'en avoir la volonté par rapport aux autres. Yam Abbas, figure du petit écran et grand écran palestinienne, s'exprime aujourd'hui ainsi. Même si l'on est déraciné, propulsé dans une réalité autre, des vécus autres, le passé fait toujours partie de notre quotidien. Il faut plus que jamais se tourner vers la pensée, repenser notre façon d'exister, d'accepter l'autre. Pour constater aujourd'hui, avec les deux guerres qui nous touchent le plus directement, Russie-Ukraine
c'est la destruction d'un pays à grande biodiversité et d'une passerelle entre les cultures de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. C'est des dizaines de milliers de morts pour les belligérants. C'est l'aggravation des pollutions en mer Noire. C'est l'envoi dans l'atmosphère de quantités de GES insoupçonnées. La guerre est déjà responsable d'environ 150 millions de tonnes d'émissions d'équivalent CO2, davantage que ce qu'émet la Belgique en une année, selon la vice-ministre ukrainienne de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, en marge de la COP28 le 3 décembre 2023. Gaza en Palestine, crimes de guerre, crimes de génocide, écocide, et plus de 40 000 est disparu à Gaza de la responsabilité du colonisateur depuis plus de 75 ans. Il s'agit de morts, femmes et enfants en priorité. Plus de 99% des quelques 280 000 tonnes de dioxyde de carbone, équivalent CO2, générées au cours des 60 premiers jours de l'agression peuvent être attribuées au bombardement aérien sans frein et à l'invasion terrestre de Gaza par Israël. Les profiteurs de guerre dont certaines démocraties occidentales, dont les USA et l'État français, les alimentent plutôt que de bâtir et de permettre la construction d'une paix durable au nom de la défense de ce qu'ils considèrent être leurs intérêts. La France notamment contribue au dôme de fer. Laisser penser que la guerre serait inévitable fait partie des propagandes qui nous sont imposées. Et pourtant, nous sommes entrés dans un monde multipolaire dont il faudra bien tenir compte et se résoudre à l'idée que le monde d'hier ne peut pas être celui d'aujourd'hui. À bientôt!